Aujourd'hui, je reviens aux fondamentaux du management avec un épisode qui va probablement bousculer ta manière de manager et de déléguer. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ce paradoxe. Plus tu délègues, plus tes collaborateurs semblent débordés et moins épanouis. Et c'est normal. La plupart des managers pratiquent une délégation qui prend de la valeur à leurs équipes au lieu de leur en donner. Dans cet épisode, avec Adélie, on va explorer deux approches radicalement opposées de la délégation. La première, qui est couramment pratiquée, que tu pratiques peut-être sans le savoir, transforme tes collaborateurs en simples exécutants vidés de leur énergie. La deuxième, que j'appelle la délégation à valeur ajoutée, fait l'inverse. Elle enrichit leur travail, développe leur potentiel et crée un cercle vertueux dont tout le monde bénéficie. Reste avec nous pour découvrir comment passer d'une délégation qui vole du temps à une délégation qui donne du sens. C'est une révélation qui pourrait bien transformer ton management. Bonjour Adélie. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, on va parler de délégation. Ce qui m'a donné envie de faire ce podcast, c'est que la première chose, évidemment, et la plus importante, c'est que de plus en plus, il faut changer de manière de déléguer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la nouvelle manière de déléguer. Mais surtout, j'ai eu un exemple récent qui souligne à quel point c'est important pour un manager ou un dirigeant comme moi de déléguer de la bonne manière. Juste pour expliquer le contexte, je suis parti 2 semaines en Inde. Donc ça veut dire que j'étais complètement absent et quasi injoignable. D'ailleurs, tu m'as pas joint du tout pendant 2 semaines. Et à mon retour, au moment où on devait redémarrer, eh bien mon père est décédé. Et donc j'ai eu besoin d'être avec ma famille et d'être disponible. Et malgré tout ça, en fait, j'ai pu effectivement être disponible à la famille sans craindre pour mon business, pour mes équipes et sans faire peser sur tout le monde le poids de mon absence. Donc, ça m'a rappelé à quel point j'avais bien fait, je dirais, d'investir un peu d'énergie et de temps en délégation, parce que c'est à ça que ça sert. Ça sert à ce que soi-même, on ne se sente pas en permanence obligé de faire des compromis entre notre vie privée et notre vie professionnelle, et puis ça évite de faire peser sur son équipe et sur son entreprise toutes les péripéties qu'on peut avoir dans la vie. C'est une des grandes raisons pour lesquelles je vous conseille de vraiment apprendre à déléguer de la bonne manière. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous donne le plan, je vais vous rappeler qu'on a une formation qui s'appelle Le Manager Essentiel, qui est notre formation majeure sur le management. J'en parle parce qu'on va sûrement en parler, on va la mentionner pendant cet épisode. Et dans cette formation, il y a 3 grandes parties qu'on a appelées LME1, LME2, LME3. Et la 3e partie, LME3, c'est la partie spécifique sur la délégation et sur le coaching. Et elle arrive en dernier, et c'est pas par hasard, on y reviendra. Donc, dans ce podcast, ce que tu vas découvrir, c'est une approche nouvelle sur ce qu'on appelle déléguer. On va parler de délégation à valeur ajoutée. Il y aura 5 parties. La première partie, c'est déléguer, ce n'est pas faire à la place de l'autre, ou plutôt faire à la place de l'autre. Partie numéro 2, un chef est un homme qui a besoin des autres. Partie numéro 3, la délégation est 70 fois plus puissante que l'organisation. Partie numéro 4, la délégation à valeur ajoutée. Et partie numéro 5, on vous dira comment déléguer sans risque. On commence tout de suite par la partie numéro 1 et c'est Adélie qui va parler ici parce que elle va nous parler de l'expérience récente qu'elle a eue à cause de moi, ou plutôt à cause de ce qui m'est arrivé. Et une phrase que j'ai retirée de ce que me racontait Adélie, c'est qu'elle s'est rendue compte que déléguer, c'était pas tout à fait demander à nos collaborateurs de faire à la place de l'autre. Donc Adélie, je te propose un petit peu de raconter ce qui s'est passé, puis j'interviendrai si c'est nécessaire.
Ouais. D'ailleurs, tu reprenais le titre, c'est plutôt faire à la place de l'autre. En fait, moi, je t'ai bien dit faire à la place de l'autre parce que justement, je suis dans la position de celle à qui on a délégué aussi. Tout à Donc, fait. je pense que c'est pour ça que je te l'avais dit comme ça, Mm, mais c'est vrai pour les collaborateurs, évidemment. mm. Peut-être juste pour repositionner les choses pour ceux qui connaissent pas ou qui me connaissent pas, hein. On se répartit les rôles au sein d'Outils du Manager tous les deux, et donc moi je suis en charge de la partie opérationnelle, et donc forcément tu me délègues beaucoup de choses et je délègue à mon tour beaucoup de choses aussi parce qu'évidemment on fait pas tout tout seul. Voilà. Après, dans le contexte vraiment là qui nous occupe, effectivement, t'es parti en congé. Pour moi, c'était un congé un peu différent de d'habitude parce que tu souhaitais être injoignable, tu l'étais vraiment, et je pense que voilà, c'était comme ça. Et puis, bah, le retour, s'est pas passé comme prévu pour toi. Et en plus, comme Hugo, ton fils, travaille dans l'équipe, ça veut dire que ça a impacté 2 personnes de l'équipe, et que en plus, il se trouve qu'à ce moment-là, Hugo est tombé malade, et que pour rajouter un petit peu à ça, moi j'étais malade juste avant ton départ, et donc on n'a pas fait les points stratégiques qui étaient prévus et qui pour moi en fait lançaient la période et donc devaient aussi refédérer l'équipe, etc. Donc voilà, ça n'a pas eu lieu, et donc ça a démarré comme ça pour le Donc c'était, contexte. a priori, ça allait être le gros boxon. Ça pourrait, Ça ça aurait pu pourrait. être le gros boxon. Oui, oui, d'autant plus qu'il y avait pas mal de choses quand même déjà prévues. Il y avait un Ouais. lancement de formation, il y avait différentes choses de prévues. Donc voilà. Mais voilà, finalement, ce qui va t'intéresser, je pense, c'est ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé concrètement, comment ça a fonctionné. Ouais, en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est comment ça s'est passé. Ouais, Finalement, bon, on va dévoiler que ça a bien marché, mais pourquoi en fait finalement? C'est quoi qui a fait que ça s'est bien passé? Et ouais. puis peut-être un petit peu retirer de cette mini-expérience les avantages d'avoir délégué de la bonne manière et peut-être les apprentissages que tu as Oui. eus. Bah moi, je pourrais le faire du coup à mon niveau, peut-être toi au tien. En Ouais, tout cas, moi, je dirais que ce qui a fonctionné, c'est en fait ce qui fonctionnait avant. Et que finalement, la délégation, c'est finalement la mise en place du système de management. C'est une des étapes du système de management. Et donc, en fait, entre nous, le système, il était déjà établi et fonctionnel avant. C'est-à-dire que, et moi là, je vais te dire vraiment les points que moi j'ai pu me dire en fait à ce moment-là, et c'est toujours intéressant le départ de ton manager pour toi prendre conscience de qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des personnes que tu manages. Moi j'aime toujours me faire cette réflexion-là. mm, Et là effectivement, moi ce qui m'a particulièrement aidé, c'est de connaître, comme on dit, ton logiciel en fait. Comment toi tu fonctionnes, comment tu penses, comment t'arbitres, comment tu gardes le cap, etc. C'est plutôt en fait, la possibilité de, quand tu es toi face à une décision à prendre, par exemple, pouvoir te dire, tu fais appel à comment il pense plutôt que qu'est-ce qu'il fait exactement. C'est plutôt au niveau de la pensée, du concept, de la logique, en fait. Et donc ça, je trouve que c'est aidant pour moi d'avoir en tout cas compris des éléments à ce niveau-là. Après, comme je disais, c'est un système qui est en place, donc en fait, on a déjà une collaboration qui est fluide en fait au départ. Donc, on a l'expérience. Enfin, moi, j'ai quand même l'expérience d'arbitrer sur des sujets. De toute façon, dans la vie courante, ça, c'est déjà quelque chose qui existe. Donc, quand je dis une collaboration fluide, c'est qu'en fait, on se pose sur un système qui est établi, et donc finalement. Ne pas se voir pendant, par exemple, un mois, c'est possible si on se voit tout le reste du temps et que donc on a l'habitude, on a des mécaniques en fait qui sont quand même en place et qui vont quand même pouvoir fonctionner. Ça n'empêche pas que ça laisse, parce que tu me disais, on va spoiler et dire que ça s'est bien passé. Oui, ça veut pas dire que tout est simple et tout est agréable, hein. Voilà, je mets quand même la nuance parce qu'après les gens peuvent se poser la question. Mais voilà. Après, alors quand je parle d'arbitrage, peut-être on pourra donner des exemples, mais si je donne un exemple simple, concret, moi je fais aussi du développement, donc c'est-à-dire que je vais vendre des offres. Par exemple, j'ai signé quelque chose pendant ton absence, qui est quand même plutôt un gros dossier, où on n'a pas pu échanger dessus, et j'ai dû prendre une décision qui impacte la production. Et voilà, c'est comme ça. Et je l'ai prise en faisant attention aux points que tu m'aurais certainement mentionné, voilà, sur lesquels tu m'aurais alerté.
Ensuite, je pense peut-être même j'aurais pu le mettre en premier, c'est qu'il y a une confiance en fait au départ. C'est-à-dire que moi je savais que tu t'inquiéterais pas forcément. J'ai choisi de pas du tout te donner de nouvelles parce que l'absence n'était pas non plus très longue, ça aurait pu se faire autrement. Mais voilà, je me suis dit c'est une vraie césure et je trouvais que c'était bien comme ça. Par contre, c'était prévu que à ton retour, t'as reçu le 15-5 et t'as pu te remettre dans le bain. Après, je crois aussi que ce qui est important, et justement, par exemple, dans l'exemple de l'offre dont je parlais, c'est le fait de savoir jusqu'où je peux aller. Par exemple, on a déjà évoqué des sujets, qu'est-ce que j'ai le droit de signer, jusqu'où en fait je peux prendre une décision qui engage l'entreprise, jusqu'à quel point. Ça, effectivement, c'est super important parce qu'il peut se passer des cas quand t'es pas là et si tu veux partir tranquille, il peut y avoir des choses où je vais avoir à me dire est-ce que là c'est bien de mon ressort ou pas, et donc c'est mieux de le savoir avant. Effectivement. Et puis, sinon, on avait quand même discuté, avant ton départ, et justement dans le fait qu'on ait une mécanique déjà huilée, il y avait quand même un planning potentiel de production. Il y avait pas de grande inconnue en ton absence, en fait. Voilà, je dirais globalement sur ce qui me semble important. J'ai noté au fur et à mesure que tu Oui, parlais des petits points oui, qui, pour moi, sont absolument cruciaux. Tu as beaucoup parlé d'un système. Et ça, oui, c'est vrai. voilà, si vous connaissez pas Outils du Manager, ce qu'on vous propose chez Outils du Manager, et en particulier dans LME, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un système de management, Ouais, dont la délégation fait partie. Sans système de management, c'est quasiment impossible de faire de la délégation. C'est possible de déléguer, mais pas de la délégation à valeur ajoutée. Une des choses qui caractérise la délégation à valeur ajoutée, tu l'as dit, c'est pas forcément que tu vas essayer de faire ce que j'aurais fait, ouais, mais que tu vas plutôt appliquer l'esprit dans lequel j'aurais pris la exactement. décision. Et ça veut dire que c'est une délégation qui est bien plus focalisée sur le pourquoi que sur le comment. Mm. Ensuite, tu as parlé à de nombreuses reprises, tu as utilisé le mot confiance. Mm. C'est primordial quand on délègue. Et il faut que ce soit d'ailleurs réciproque. Et c'est pour ça que dans la formation LME, on commence par mettre en place la confiance. Je le dis toujours, on démarre jamais une maison par le toit. On va dire que le toit, c'est la délégation, parce que je l'expliquerai tout à l'heure, mais c'est le Graal du manager, la délégation. Mais si vous essayez de commencer par déléguer avant d'avoir mis en place la confiance, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé, en tout cas ce que ça m'a évoqué dans ce que tu disais, c'est que partir, quelle que soit la raison pour laquelle on part, que ce soit pour un déplacement, que ce soit pour des congés, que ce soit, voilà, comme on a une péripétie dans la vie, c'est toujours l'occasion de renforcer l'autonomie Mm. des personnes, parce qu'on les met en situation de ne pas pouvoir nous appeler. Mm. Et c'est vraiment important. Mais une fois qu'on a tout mis en place, parce que Ouais. sinon ça va être la catastrophe, c'est vraiment important. Ensuite, une fois qu'il y a la confiance qui est établie, qu'on a commencé à faire des délégations, etc., justement de pouvoir laisser nos collaborateurs en autonomie, ça permet déjà donc d'augmenter encore leur autonomie et ça permet de tester la confiance. Mm. Et puis, dernier point auquel je crois beaucoup, que tu as souligné, c'est que l'autonomie, elle s'exerce à l'intérieur de limites. Et Oui. en fait, plus on se connaît, plus moi je vais faire confiance et plus je vais écarter les limites, plus je vais mettre... ensuite, après, c'est juste du bon sens. Oui. Il y a des gens qui sont capables de travailler avec peu de limites, puis après, il y a des gens qui sont pas capables de travailler, enfin, qui sont obligés d'avoir des limites très, très Tout à fait. restreintes. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Parce que même quelqu'un qui va te dire « Ah non, 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 mais moi, j'ai besoin qu'on me dise tout, moi, je suis un exécutant, etc. » La personne, si elle n'a pas été mise en situation de manière progressive, en fait, elle ne le sait pas elle-même. Donc, Oui. c'est pas possible, à part si vous embauchez quelqu'un qui a une expérience où il était très autonome et qui le prouve, etc., c'est pas possible de le déterminer en disant « Non, mais lui, en fait, il peut pas prendre d'initiative à chaque fois. » Non, vous l'avez pas mis en situation. Vous n'avez pas mis en place le système. Voilà, c'était mon petit... D'ailleurs, je pense que c'est un point quand même très important et que du coup, c'est le bon moment pour en parler de cette importance de la confiance. Il y a aussi du coup la confiance qu'on se fait soi. Et du coup, ça, tu disais, c'est dans les deux sens. Donc oui, effectivement. Et
bah, c'est un bon moyen en fait pour tester des petites absences, c'est un bon moyen. Et en fait, soi-même, enfin moi, ça me fait vivre ce qu'on peut ressentir en fait dans un moment comme ça, où justement tu dois faire appel finalement à ta propre confiance. Et le rôle du manager, c'est aussi dans chaque 1 à 1, finalement de venir renforcer cette confiance. L'absence de 1 à 1 en est vraiment la preuve pour moi. C'est-à-dire qu'on voit que ce renfort de confiance, faut le trouver autrement et ça peut être déstabilisant. Et donc en fonction évidemment de comment on est. Mais ça, on peut le ressentir en cas d'absence. Donc, c'est aussi une preuve de l'importance de ces piqûres-là toutes les semaines, quoi. En fait, c'est Charles Pépin qui dit on donne confiance aux autres en leur faisant confiance. Donc c'est Oui, un peu, ça oui, paraît une bah phrase oui, qui se mord un peu la queue, mais en vrai, ça va donner confiance dans ton collaborateur, justement quand toi tu vas dire maintenant prends la décision. mm, Alors au début, il va pas oser, puis il va oser, et en fait c'est comme ça qu'on crée la confiance. Mais tu as dit un autre truc qui est super important, c'est qu'en fait cette période, elle a peut-être duré oui, je sais plus très bien, 3, 4 semaines, mm, mais on a quand même les 1 à 1 qui vont revenir, mm. c'est tout le système de C'est management ça. qui est en Ouais. place qui fait qu'on peut prendre ce risque-là pendant un court moment Mm. avec une personne avec qu'on connaît bien, qui nous connaît bien. Voilà, tout le Oui, contexte, tu l'as bien dit, mais ouais. voilà, le contexte, il est donné par le système qu'on a mis en place et qui Mm. est basé sur les 1 à 1. Mais je trouve en fait cette expérimentation de ce que peut ressentir la personne qui n'a pas de 1 à 1, là, moi, ça me le fait mieux comprendre en fait, de le Ah oui, vivre comme le ça, fait que tu tu vois? aies vécu sans 1 à 1 pendant un Oui, moment. en fait, bah, je comprends qu'est-ce que j'attends du 1 à 1 et donc qu'est-ce que le collaborateur attend du 1 à 1 en fait, de Exact. façon générale. Je trouve ça intéressant. Mm. Bref, voilà, c'est Non, mais c'est très important. C'est-à-dire que c'est un autre truc qu'on comprend pas forcément quand on connaît pas la méthode. C'est oui, que le 1 à 1, en fait, il évolue tout au long de oui, de la relation que c'est tu as vrai. avec ton collaborateur. Et Ouais. ça, c'est important de comprendre. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous faites des 1 à 1 que vous allez avoir une bonne délégation. En fait, dans la formation, on part d'une forme de 1 à 1 qui s'appelle le 1 à 1 de connexion. Et puis après, on avance dans la confiance, puis après on fait des feedbacks, et à chaque fois, c'est le 1 à 1 évolue et devient différent. Et quand on est au plus haut degré de maturité, le 1 à 1, ça devient un 1 à 1, donc il y a la délégation, et ensuite ça devient un 1 à 1 de coaching. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la confiance, puisqu'elle existe, enfin on est dans la confiance quand même, on continue à faire de la confiance, mais surtout, et on n'est plus dans la délégation parce qu'en fait, ça y est, on a délégué tout ce qu'on pouvait déléguer, mais comment on fait que la personne s'améliore encore, et c'est là qu'on va parler de coaching, etc. Donc en fait, le 1 à 1, il reste la pierre angulaire du management. Mais c'est pas le même 1 à 1 que celui dont on parle dans les podcasts. C'est le 1 à 1 qui a évolué à chaque stade, LME1, LME2, LME3. Absolument. Est-ce que tu as vu d'autres avantages, d'autres apprentissages avant qu'on passe à la partie suivante? Bah, je pense que moi, ce qui m'a marqué, et c'est toujours ça en fait qui est plaisant, je pense, quand tu es manager, c'est de voir comment l'équipe elle-même elle prend, comment elle réagit, etc. Ouais, Et ce que j'ai trouvé le plus marquant, c'est non pas ton absence, parce qu'en fait ça a eu zéro impact. C'est-à-dire que zut alors. non, même pas ta première absence, je voulais dire, pour les vacances. Ça a eu zéro impact parce que en fait, il y a même pas de question qui s'est posée sur quelles conséquences ça allait avoir. Parce que ça n'a rien changé dans le quotidien. Par contre, vu que ça pouvait se préparer, etc. Par contre, évidemment, l'absence au retour, là, ça a un impact parce que, et c'est ça, moi, que j'ai trouvé beau, c'est l'empathie, en fait, qu'il y avait dans l'équipe. Ça, j'ai trouvé chouette. Et puis, la façon de dire, et on a eu ça aussi lorsque Hugo était malade, tout le monde m'a dit qu'est-ce que je peux faire, comment on peut, qu'est-ce qu'on peut lui prendre, comment, voilà. Alors ça, c'est ce qui m'a été dit, mais peut-être le plus intéressant, c'est ce qui a été pris, Oui. fait, sans même de questions en fait. Mm. Et voilà, et ça, alors c'est pareil, c'est pas magique, ça, c'est parce que y a une répartition des rôles et des suppléants, etc. Il y a des choses qui sont en place pour que ça se passe, mais voilà, ça c'est important. Et je pense que il y a un truc, moi, que j'avais déjà remarqué lorsque, si moi j'ai un problème de santé, ce que tu vas me dire dans ces moments-là, etc. Et en fait, je me dis, tes équipes, elles réagissent avec leurs collaborateurs comme toi, tu les traites. Ouais. Et ça, c'est super important. Et voilà, moi, ça m'a fait tilt, en fait, quand, voilà, ce qui t'est arrivé, ce qui est arrivé à Hugo. Et ça permet de, je pense aussi,
Et là-dessus, on était alignés, je pense, au moment où c'est arrivé. Mais ça laisse en fait le droit à la vie, à l'imprévu. bien sûr. Et en fait, c'est comme ça et ça fait partie de l'entreprise. Mm. Voilà, je crois que c'est comme ça dans toutes les boîtes de toute façon. Mm. Et alors, ce que tu as dit qui est intéressant, c'est qu'en fait, le fait de déléguer de cette manière-là, à un moment, ça crée une espèce de culture d'entraide. Oui, en fait, c'est C'est-à-dire ça. que C'est vrai. les gens se font confiance et Mm. surtout, ils se sentent appartenir. On va voir que cette manière de déléguer, elle donne du sens à ce qu'on Mm. fait. Mm. Et donc, c'est pas juste, bah, je fais mon boulot dans ma petite case et puis c'est tout. Non, Ouais, ouais. non, ce qu'il faut, c'est que l'ensemble fonctionne. Et ça, c'est pas Oui, facile à obtenir. c'est vrai, exactement. Mm. Mais ça s'obtient justement en déléguant et donc en faisant confiance. Et puis l'autre chose qui est intéressante que tu as dite, c'est que bah, quelquefois la vie fait que ça se passe pas comme on avait prévu, mais c'est pas forcément d'ailleurs des événements personnels comme Oui, ceux qui nous c'est touchent, sûr. mais ça peut être un changement sur le marché, enfin ça peut être plein de choses. Et c'est là qu'on voit que le système, il est antifragile. C'est-à-dire qu'en fait, le système qu'on a mis en place, à condition qu'on réussisse à garder la fréquence des 1 à 1, etc., il peut avoir des chocs. Et on voit qu'en fait, ces chocs-là, au lieu de fragiliser le système, ils vont le rendre plus robuste. Mm. Comment? Bah justement, Hugo est pas là, Cédric est pas là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, tu peux, voilà, Hugo, le sens de ce qu'il fait, c'est ça. Voilà comment tu peux contribuer. Et quand Hugo va revenir, en fait, il y aura une personne dans l'équipe qui a attrapé un peu plus de polyvalence. Donc, en Mm. fait, c'est ça un système qui s'améliore. Il y a un choc, une absence. Et en fait, au lieu de faire effondrer le système, ça le renforce. L'adaptation des gens fait qu'ils seront plus polyvalents. Si les gens sont plus polyvalents, eh bien le système est encore plus antifragile qu'avant. Mais Donc donc voilà. c'est possible aussi parce qu'il y a une collaboration qui est mise en place par le système de management précédemment. Hein. C'est vraiment ça qui Oui, permet, voilà, c'est le partage des 15-5, c'est tout ça en oui, fait, oui. hein, qui fait Voilà, qu'on... et c'est ce que j'allais dire. Un système, c'est pas naturel. Mm. C'est-à-dire Non, c'est que vrai. on aimerait bien, bah ouais, bah ce qu'ils disent, c'est logique, c'est comme ça que toute entreprise devrait travailler, etc. Les faits, très souvent, c'est que c'est pas comme ça que les entreprises travaillent, parce que la construction d'un système, c'est pas naturel. C'est quelque chose qu'il faut, ça va devenir naturel une fois que les gens s'en seront imprégnés, etc. Et donc, ça passe par des étapes. Ça se fait pas comme par magie. On dit pas tout d'un coup, bon, bah maintenant, on va devenir comme ça, et puis ça marche. Pas du tout. Ça se Mm. construit. Et ouais, je t'écoute. Bah, juste ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il y a, j'ai parlé de continuité. En fait, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que quand la délégation, elle est fonctionnelle et que tu as vraiment délégué, en fait, toi, tu n'as pas repris de sujet en rentrant. Non. Donc voilà, ça c'est important. Ça veut dire aussi que la délégation, elle est en place en fait. Mm. Voilà, je pense que ça c'est une clé. Il faut pas reprendre une fois que c'est fait. Et donc si on va plus loin, ce qui s'est passé par une absence temporaire d'Hugo, ça a permis de créer, d'identifier des choses à modifier par exemple, mais ça permet d'aller plus loin dans de futures délégations, etc. aussi. Tout à fait. Donc voilà, ça permet d'avancer. Ah ouais, le système ressort plus antifragile. En fait. Voilà. Et donc voilà, ça c'était un peu l'esprit. Hein. On a balayé pas mal de sujets, mais c'est ce que tu disais. C'est toi qui m'as dit ça. Tu m'as dit, je cite, déléguer, c'est pas faire à la place d'eux, c'est porter l'intention de l'autre. Et quand cette intention est claire, partagée, incarnée, même les imprévus trouvent une place dans la continuité. Et Oui. ça, je trouve ça vachement bien. Ça veut dire que à un moment, ton collaborateur, il n'a pas besoin de t'appeler parce qu'il sait exactement ce que tu aurais fait devant ce problème-là. Parce que tu as compris comment ton manager fonctionne. Et ça, c'est ce qui peut arriver de mieux à un dirigeant ou à un manager. Et ça introduit parfaitement la deuxième partie, qui est une citation de Paul Valéry. En plus, c'est une citation que j'ai dite justement quand j'ai pris la parole à l'enterrement de mon père, parce que mon père, il donnait pas de leçons comme je peux le faire, mais il nous a beaucoup appris par son exemple. Et il m'a fait penser, quand j'ai réfléchi à ce que j'allais dire, il y a cette citation qui m'est revenue, que je dis souvent, qui est « Un chef est un homme qui a besoin des autres ». Et ça, c'est une parfaite définition à la fois du dirigeant et à la fois du manager.
Si vous pensez qu'en tant que manager ou dirigeant, vous n'avez pas besoin des autres, vous allez vous planter. Et donc, ce truc, il faut l'intégrer, et vraiment, je vous invite à y réfléchir. Je répète, un chef est un homme qui a besoin des autres. Si ça vous convainc pas, tout ce qu'on va dire par la suite, ça va pas vous imprégner. Parce que vous n'allez pas mettre en place la bonne forme de délégation. Et donc, avant de rentrer dans les arguments concrets, c'est quelque chose qui me paraît important de développer, même si c'est un peu philosophique. Je dis souvent que la délégation, c'est le Graal, parce que c'est le but ultime du manager ou du dirigeant. Et en fait, quand on délègue de la bonne manière, ça veut dire qu'on a fait toute la palette du management telle qu'on y croit. C'est-à-dire qu'on a développé la confiance, on a développé une capacité à faire du feedback à nos collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire faire du feedback à un collaborateur? Ça veut dire qu'on ressent la nécessité et l'impératif de dire à notre collaborateur ce qui va bien et ce qui ne va pas. Si vous n'avez pas réussi encore à passer ce seuil, ça va être difficile de déléguer parce que comment vous allez vous assurer que ce sera délégué de la bonne manière? Donc, il y a ces deux choses à développer. Et puis, l'autre idée, ça je la développerai un peu plus, c'est que, en fait, plus vous allez déléguer à vos collaborateurs, plus vous allez les faire évoluer, et donc plus vous allez les inciter à rester dans l'entreprise. Je le disais tout à l'heure, quand mon père est décédé, j'ai eu pas mal de témoignages de ses anciens collaborateurs et des gens qu'il avait rencontrés dans le métier. Et voilà ce que j'ai entendu, c'est « il m'a fait confiance ». Ça, pour les gens, c'était voilà, Monsieur Watine, c'est quelqu'un, il m'a fait confiance, il m'a donné ma chance. C'est quelqu'un qui faisait grandir les gens autour de lui et c'était un patron humaniste. Quand j'entends ça, moi je me suis dit ah bon sang, j'aimerais bien qu'on Ouais, qu'on dise ça de moi, en fait, j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi de cette Bah manière-là. ouais, c'est beau. Et en fait, c'est aussi ça, je me suis dit les gens ils se souviennent de nous, mais ils se souviennent pas de nous parce qu'on serait le meilleur ou parce que on serait plus malin qu'eux ou parce qu'on les aurait écrasés. Enfin, c'est possible, mais je dirais que est-ce que c'est vraiment le souvenir qu'on veut laisser, etc. En fait, les gens ils se souviennent de l'impact qu'on a eu sur eux. Comment on les a aidés, comment on les a fait se développer, etc. Et un bon manager, c'est ça. C'est quelqu'un dont on se souvient en se disant « il m'a fait passer du point A, même si j'ai pas fait toute ma carrière, au moins j'ai pas perdu mon temps quand j'ai travaillé pour lui ». Et ça, c'est quand même vachement important de se le dire en termes de réputation de carrière. C'est pour ça que je le mentionne. C'est qu'en tant que manager, si tu arrives à avoir ce déclic-là, tu vas te distinguer des autres managers parce que ça correspond vraiment à la version moderne du manager qui désormais évolue dans un monde complexe et imprévisible. Il ne peut pas s'en sortir tout seul, c'est fini ça. Il va être obligé de développer son équipe parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et donc, si tu comprends ça, tu deviens vraiment précieux dans l'organisation pour laquelle tu travailles. Et cette compétence-là, elle sera jamais remplacée par de l'IA ou des choses comme ça, parce que ça prend trop de critères en compte, et surtout, il y a l'aspect de la confiance. L'aspect de la confiance, il se développe entre êtres humains, il se développe pas... Enfin, tu peux avoir confiance dans une IA, mais je dirais que c'est pas le même genre de confiance que tu vas porter envers une autre personne. Donc voilà, ça me semblait important dans cette deuxième partie, cette image, et je dirais cette position presque philosophique qu'il faut prendre à un moment en tant que manager. Et je le dis, c'est pas parce que vous managez 3 personnes que c'est pas vrai. Ça démarre à la première personne que vous allez manager. C'est un peu philosophique comme concept, mais ça me semble vraiment important. Il y a le système à mettre en place, mais il y a aussi l'esprit dans lequel on le met en place. Oui, tout à fait. Et il est vachement important, l'esprit dans lequel on le met en place. Et si tu n'as que l'un et pas l'autre, ça ne marchera pas. Il faut le système et l'état d'esprit. Et d'ailleurs, moi, je peux peut-être ajouter du concret en tant que collaborateur, justement, pour sortir de ce truc un peu philosophique. En fait, quand tu es le collaborateur, moi, en tout cas, dans le management que j'ai avec toi, je pense que le plus important, c'est que tu me rappelles l'utilité que je peux avoir pour l'entreprise, pour l'équipe, etc. Et le fait de se sentir précieux pour son manager, c'est hyper important.
Ouais. pour se développer en fait. C'est ça enfin, ça alimente la confiance qu'on a en nous, ça alimente en fait la mécanique d'action, etc. Donc ça, c'est super important et il faut pas se dire que certains n'ont pas besoin de ça. Je pense que tout le monde a besoin de ça. Bah, de toute façon, la statistique, il y a une statistique, alors, je la connais pas exactement, mais la raison pour laquelle les gens sont mécontents dans leur poste, c'est le manque de reconnaissance. Ouais, Le c'est manque de super important. reconnaissance, c'est pas juste, ouais, c'est super, t'as fait ce qu'il fallait, etc. Ça, c'est du... Oui, c'est bien de le dire, hein. Je dis pas Oui, qu'il faut pas bien féliciter sûr. ses collaborateurs, mais en fait, ça va plus loin que ça. Faut qu'ils le sentent, qu'ils sont C'est indispensables. ça. La pire phrase en entreprise que vous puissiez dire à un collaborateur, c'est Hein, nul n'est irremplaçable. Ouais. Mais si, euh, justement, c'est faux. La personne telle qu'elle s'est développée, elle est irremplaçable. Ça ne veut pas dire que si elle part, la boîte va Oui, s'effondrer voilà, parce qu'il y c'est a des deux choses différentes. process, du machin, etc. Mais quand même, si vous ne faites pas sentir à votre collaborateur qu'il est unique, ça va être compliqué de continuer à le motiver. Je ne Ouais. sais pas si ça lui donnera envie de rester dans votre boîte et surtout de faire l'effort maximal. Voilà. Bah, tu parlais d'humanisme. En fait, c'est prendre enfin, intégrer les collaborateurs comme des personnes, en fait, hein, tout Ouais. simplement. C'est intégrer l'entièreté des gens. Tout à fait. Et aussi, pour ceux qui sont peut-être moins altruistes que les autres, euh, un truc, moi, moi, je suis assez axé développement personnel dans le sens noble du terme, mais en fait, j'étends ça à mes équipes. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis pas, il faut que je me développe dans tel domaine, enfin, je me le dis, mais je me dis aussi, ah, il faudrait qu'elle se développe dans tel domaine ou qu'il se développe dans tel domaine parce qu'il peut, et ça Oui, va lui apporter beaucoup, et ça apportera à l'organisation, etc. Et bien si tu sûr. commences à voir la délégation, là, j'anticipe sur ce qu'on va dire sur la délégation à valeur Oui, ajoutée, mais en gros, la délégation à valeur ajoutée, ça veut dire que quand tu délègues une tâche, tu penses pas à la tâche, tu penses à la personne. mm, Et c'est très différent. Et tu penses pas un jeu fini, on en a déjà parlé sur ouais. le podcast, ça, tu penses pas au court terme, ah, il faut très vite que je me débarrasse de ça pour qu'elle le fasse. Tu penses au long terme. Mieux je vais faire ma délégation, plus elle va durer dans le long terme et moins j'aurai besoin d'y revenir. Mm. Donc ça va Avant impacter des qu'on choses au passe niveau du justement temps. Ouais. Voilà. On va en parler justement. Justement, ça c'est l'aspect, je dirais, presque philosophique. Maintenant, on va parler d'un aspect extrêmement concret. Mm. À quoi ça sert de déléguer finalement? Et j'ai appelé cette troisième partie, savoir déléguer est plus efficace que d'être organisé. Alors, moi, j'étais pas très organisé et j'ai beaucoup travaillé sur ma productivité et je continue à travailler dessus. C'est l'objet d'un de nos best-sellers qui s'appelle Système d'organisation réaliste. Et je crois que j'aurais jamais fini sur le sujet. J'essaye de toujours je dirais, de le développer, etc. Mais une fois que j'ai dit ça, être productif et organisé, c'est pas le meilleur levier dont tu disposes. Pourquoi? Bah, simplement parce que ça a ses limites. Le temps, le nombre d'heures, c'est une notion finie. C'est-à-dire qu'une journée, ça a 12 heures, ou une journée de nuit, ça a 24 heures. Tu pourras pas rajouter une heure, c'est pas possible. Voilà, Chronos, il nous dit il y a autant d'heures de travail possible. Donc une fois que tu as appris à être supra-organisé, tu vas atteindre une limite. Tu vas atteindre une limite parce que le nombre d'heures est limité, et une limite parce que ton énergie est limitée aussi, et que tu ne peux pas avoir un influx nerveux constant sur l'ensemble des heures. Donc, à un moment, ça va taper un plafond. Donc, ce n'est pas un levier de croissance infini, entre guillemets. Je mets des guillemets, ceux qui Oui. nous... Voilà, je mets des guillemets. Et puis, j'ajoute une deuxième chose, c'est que être très organisé, ça peut pas être une fin en soi. Être très organisé, ça aide à libérer du temps pour trouver d'autres leviers. Un de ces leviers, c'est déjà la réflexion. On peut pas être dans la production maximale si on s'aménage. On peut pas être dans la production maximale et en même temps avec du recul sur ce qu'on fait. C'est pas possible. Donc il faut générer du temps. L'organisation, ça sert à ça. Mais c'est surtout que ça va te libérer du temps pour utiliser là un levier qui théoriquement est infini, qui est justement la délégation. Le calcul, il est simple. Nous, on prétend qu'on peut manager une personne en y consacrant une demi-heure par semaine.
On a une méthode pour ça, mais voilà, une demi-heure par semaine. Et en mettant des limites sur l'équipe, ça ne représente que 10% de son temps. Mais ces 10%, ils sont absolument cruciaux. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui vont te permettre d'avoir accès à 35 heures de production en plus que si tu étais tout seul. 35 heures par personne, si la personne travaille 35 heures. Ça veut dire que en consacrant pour une équipe de 8 personnes 4 heures par semaine, puisque c'est une demi-heure par personne, on va récupérer 280 heures. Autrement dit, on va avoir un ratio de fois 70. Il n'y a aucune méthode d'organisation qui va te permettre de devenir 70 fois plus productif. Il n'y a rien de plus rentable que ça. Alors, il y a des effets de seuil, c'est-à-dire que 8, c'est vraiment le nombre maximal pour moi de personnes qu'on peut coordonner en direct. Et donc, comment on va les résoudre ? On va avoir des relais managériaux, c'est-à-dire que finalement, moi aujourd'hui, dans la plupart de mes sociétés, je ne manage que des gens qui eux-mêmes managent d'autres personnes. Et donc, chacune de ces personnes, elle est capable de générer ce ratio de fois 70, et puis voilà, et ça c'est une croissance à l'infini. Bref, c'est là où je dis, c'est non seulement philosophiquement intéressant de développer de la délégation, mais aussi très concrètement, ça va être le plus gros levier en termes juste mathématiques d'heures. Mais je vais aller encore un peu plus loin. Ça, c'est la partie mathématique. Je compte pas le fait que si tu délègues aux bonnes personnes et de la bonne manière, tu vas enrichir le cerveau collectif, parce qu'au lieu d'avoir une seule personne, toi, qui réfléchit à tous les problèmes, tu vas avoir plus de personnes qui vont réfléchir à tous les problèmes. Et comme ces personnes sont différentes, qu'elles ont un autre point de vue que toi, qu'elles ont peut-être un point de vue plus direct que toi par rapport au terrain, eh bien, on va enrichir les choses. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, elles vont créer quelque chose qui est plus grand que toi. Ça va être des gens qui vont effectivement pouvoir travailler quand toi t'es empêché, ça va être des gens qui vont pouvoir pousser des sujets plus que toi, je veux dire la liste est infinie. Mais pour ça, pour avoir la partie mathématique, elle peut s'obtenir avec la délégation simple, c'est-à-dire maintenant c'est plus moi qui fais ça, c'est toi, etc. Mais tu es un pur robot exécutant, ça c'est la délégation à l'ancienne. Avec la délégation à valeur ajoutée, tu vas obtenir beaucoup plus que simplement cet effet de multiplier ton temps par 70. Mais tu as besoin, pour mettre ça en place, je le dis parce que c'est souvent quelque chose qu'on a, et je sors d'un entretien avec quelqu'un du ciel à ce sujet-là. Ouais. Souvent, tu abordes la délégation parce que tu n'as pas le temps, tu n'as plus de temps, tu n'as plus assez de temps. Et donc, il faut que tu délègues. Sauf que tu es obligé quand même de commencer par la partie organisation. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le début de LME, mais ça c'est quand même un indispensable, et je le redis parce que des fois on veut aller droit à la délégation, et ça marche pas. C'est vraiment important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi je suis pas magicien, c'est-à-dire que il faut quand même un temps minimal pour construire ton système de management, c'est évident. Et donc effectivement, il y a beaucoup de gens pour lesquels la première étape, c'est de développer leur organisation personnelle, pour au moins dégager 10% de leur temps. Si ces gens-là arrivent à dégager 10% de leur temps, ce qui est quand même pas énorme, ils vont pouvoir travailler sur leur management, développer la confiance, développer la capacité à faire des feedbacks et enfin développer la délégation. Mais oui. Alors, il y a toute cette partie-là, et aussi, je pense que c'est important parce que plus on le fait, plus la délégation va aller vite et bien se passer. C'est d'être en capacité aussi d'éliminer tout ce qu'on peut éliminer, d'optimiser tout ce qu'on peut optimiser, etc. Et ça, c'est vraiment une étape qui va en fait nous faire gagner énormément de temps après. Et tout à fait. Dans LME, en fait, c'est construit comme ça. C'est-à-dire dans LME, avant d'aller à la délégation, on va d'abord, je le disais, créer du temps, des créneaux de management, on va développer la confiance, etc. On va développer l'autonomie aussi, ce qui est, qui est une chose différente de la délégation. Et puis à un moment, effectivement, on va regarder ce qu'on fait, on va dire non mais toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, faut arrêter de les faire, etc. Il y a un ménage à faire, il y a plein de manières de gagner du temps. Et surtout, le plus débile, ce serait de déléguer des choses juste parce qu'elles nous ennuient et qu'on n'arrive pas à les faire, sans s'être posé la question si elles sont vraiment utiles ou pas. Parce que si tu prends du temps à déléguer quelque chose d'inutile, alors là,
tu fais ce qu'il y a de pire en délégation. C'est-à-dire que tu crées une tâche à ton collaborateur qui n'a pas d'utilité, donc c'est sûr, il ne va pas rester très très longtemps dans ton équipe. Et du coup, tu parlais de délégation à valeur ajoutée. Je pense que Voilà, c'est la quatrième c'est un peu le partie. cœur du sujet. La plus importante, on a déjà abordé un petit peu le sujet, mais on va être un peu plus concret. En fait, si je résume, vraiment pour qu'on comprenne, il y a deux manières de déléguer. Il y a déléguer et déléguer. Et en fait, j'ai déjà commencé à en parler tout à l'heure, c'est toute la différence entre de jouer à très court terme ou de jouer à long terme. Première forme de délégation, c'est je délègue des tâches simples, c'est rapide, mais on va voir que ça joue contre nous à long terme. Deuxième manière, je délègue des tâches complexes, c'est un peu plus long, mais ça joue pour toi à long terme. Et d'ailleurs, dans LME, je distingue bien les deux manières de faire. Il y en a une que j'appelle, la première, je crois que je l'appelle l'assignation de tâches. L'affectation, je crois. Oui, ouais, affectation de tâches, je ne sais plus. Et puis l'autre, je dis non, là, ça, c'est une délégation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre chacun des deux méthodes de manière un peu caricaturale, mais c'est pour l'exemple. Quand tu te contentes de déléguer des tâches simples à tes collaborateurs, de l'assignation de tâches ou de l'affectation de tâches, en fait, tu leur envoies un message. Le message que tu leur envoies, c'est pour ça que je dis c'est important de regarder la tâche et la personne, et en fait, ce qui compte, c'est la personne. Et donc, quand tu envoies un truc vraiment qui t'ennuie, que tu fais tout le temps, puis ça t'ennuie, tu n'as plus envie de le faire, tu dis à ton collaborateur, bon, bah tiens, je te le file. Tu lui dis, bon, bah écoute, j'ai plus le temps de faire ça. Moi, ça me sert pas, enfin, ça me pollue, en fait, finalement. Et donc, je te demande de le faire parce que tu es plus bas que moi dans la hiérarchie. Et donc, ça coûtera moins cher que cette tâche soit faite par quelqu'un qui est en dessous de moi dans l'organigramme. Je détaille d'ailleurs comment ça marche dans LME3 parce que c'est important de le savoir et que c'est vrai. C'est vrai que si toi, tu balayes ton bureau, et j'ai rien contre les gens qui balayent les bureaux, mais il faut quand même te poser la question de combien ça coûte quand c'est toi qui balayes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ne fais pas quand tu fais ça, et est-ce qu'il ne faut pas le déléguer? C'est une question, c'est normal de se la poser. Mais ce n'est pas vraiment ça la délégation. En fait, si tu ne fais que ça avec tes collaborateurs, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour leur créer un poste inintéressant, pas motivant, un poste qui va être fait uniquement de tout ce que tu sais pas faire ou que tu ne veux pas faire, et surtout qu'il n'y a pas de sens pour ton collaborateur, parce que ça va être plein de petites tâches, et ils vont se dire donc je fais ça, puis après je fais ça, puis après je fais ça, mais ils vont pas avoir la vision d'ensemble de à quoi ça sert tout ça, tu vois. Et je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis qu'il faut pas se contenter de ça. Et je dirais que ces choses-là, faut voir d'abord s'il n'y a pas moyen, par exemple, de les sous-traiter à quelqu'un d'autre qui, lui, a un travail qui consiste à faire ça et donc ça lui donne du sens. Ça peut être un sous-traitant ou quelque chose comme ça. Tu peux te poser des questions par rapport à l'IA, tu peux te poser des questions par rapport à l'automatisation, etc., etc. Et c'est vraiment une fois que tu as posé toutes ces questions que tu vas dire, bah non, il faut quand même que je le fasse faire à quelqu'un. Mais j'appelle pas ça de la délégation. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand... Et donc, pour terminer là-dessus, quand c'est ce genre de truc que tu veux déléguer, bon, bah, oui, tu vois ton collaborateur, tu lui dis, je vais te déléguer ça. Petit 1, c'est ça. Petit 2, c'est ça. Petit 3, c'est ça. Tiens, vas-y, maintenant, c'est plus moi qui le fais, c'est toi. C'est pas de la délégation de tâches complexes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu fais l'effort de déléguer des tâches complexes? En fait, quand tu fais ça, c'est que tu rends le rôle de ton collaborateur plus intéressant pour lui. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans les mails privés. Je crois que c'est dans les mails privés. Je ne crois pas que j'ai fait un podcast. Je ne me souviens plus. Ça s'appelle « Ne cherche pas à faciliter le travail de tes collaborateurs ». Ne leur simplifie pas la tâche dans un podcast. C'est ça. J'avais dit ne simplifie pas la tâche. Ouais. Ça, c'est une erreur fréquente en management, qui est « Ah, mes collaborateurs, ils sont pas contents, donc il faut que je simplifie la tâche. » Plus le boulot que je leur donne, c'est simple, moins ils vont râler. Mais en fait, c'est pas ça. Plus tu leur donnes des choses simples à faire, moins ils vont être motivés.
Parce qu'en fait, il n'y a personne qui tire du bonheur de faire des tâches tellement simples que tout le monde pourrait les faire sans effort. C'est-à-dire que, autant utiliser une IA, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est pas comme ça que tu vas motiver les gens. Souvent, on fait cette erreur. Ah, j'ai une équipe qui se plaint. Bon, bah, faut que je leur simplifie la tâche. Donc, le manager qui part dans cette direction-là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait de la délégation inversée, c'est-à-dire qu'il prend les tâches complexes puis il les fait à leur place. Super. Donc, ah, bah, non, je vais le faire. T'inquiète pas, je vais le faire. Tac, tu lui enlèves un truc sur lequel il fallait se creuser la tête, etc. Ou bien tu vas saucissonner tout et tu vas faire un process où en fait il y a plein de personnes qui rentrent dans le process en disant ouais mais chaque personne comme ça elle a pas trop à faire. Sauf que le process il y a aucun des membres qui est responsable du process dans son ensemble. En fait, une tâche complexe, ça permet à un collaborateur de se sentir plus utile et reconnu. Ça l'oblige à s'améliorer, ce qui est un facteur de motivation, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça donne un sens à son travail. Ça veut dire que tu le motives. Ça lui permet d'adapter intelligemment sa manière de faire pour être plus efficace, puisqu'en fait, il maîtrise tous les tenants et les aboutissants. C'est beaucoup plus simple de donner de la valeur ajoutée dans quelque chose que tu maîtrises que si tu n'as qu'un tout petit bout que tu maîtrises. En plus, donc ça c'est les avantages pour ton collaborateur, mais toi ça te libère davantage, parce que ça t'enlève toute une partie. Effectivement, peut-être qu'il y a une partie qui t'excitait, mais j'ai pas trop peur, je pense que tu vas pas déléguer l'ensemble de tout ce que tu fais, tu vas toujours trouver des choses intéressantes à faire. Et en plus, ça simplifie les processus de l'entreprise, puisque ça les rend moins morcelés. Moi, j'ai toujours, par exemple, je vais prendre l'exemple de mes commerciaux, souvent, j'ai des consultants qui m'ont dit, oui, mais en fait, il faudrait faire un pipe. Donc, en fait, le début du pipe, ce serait quelqu'un qui prendrait le rendez-vous, puis après, je sais pas quoi, puis après, c'est une autre personne qui intervient, puis après, c'est ça, puis après, c'est ça. J'ai dit, ok, pourquoi? Bah, comme ça, vos commerciaux, en fait, ils feraient que du rendez-vous. Hein? Ok, ils feraient que du rendez-vous. Mais l'intérêt de leur poste, en fait, moi, je me rends compte que mes commerciaux, ce qui leur plaît, c'est pas de faire que des rendez-vous. Ce qui leur plaît, c'est d'être comme un mini-chef d'entreprise de leur secteur. Et si je leur enlève ça, bah, je vais perdre mes commerciaux. Peut-être j'aurai des commerciaux d'un autre genre, mais en tout cas, je veux surtout pas leur imposer ça. Ils vont perdre tout leur entrain, etc., etc. Et puis, moi, je suis quand même convaincu que plus il y a de rupture dans un processus, plus il y a de chances qu'il y ait des erreurs, etc., etc. Ça veut pas dire que mes commerciaux, ils font tout ce qu'ils veulent, n'importe comment, etc. Mais ça veut juste dire que j'essaye de leur parler comme à des gens intelligents qui savent ce qu'il faut faire. Et tout le monde est capable d'être intelligent à partir du moment où on lui en donne l'opportunité. Bref, je crois 1000 fois plus à la délégation à valeur ajoutée qu'à je vais appeler la mini-délégation, l'assignation de tâches, parce qu'elle va te libérer davantage, elle va augmenter davantage l'engagement de tes collaborateurs, leur rétention, et elle va rendre ton équipe plus créative. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Voilà. Par C'est contre, ça la délégation à valeur ajoutée. oui, Je vais juste rembobiner un petit ouais, truc vas-y. et après je donne la parole. Pourquoi je dis qu'en fait, assigner des mini-tâches plutôt que des tâches complexes, ça va être rapide, mais ça va te coûter cher dans le long terme. Ça va te coûter cher dans le long terme déjà parce que tu vas avoir des exécutants plutôt que des gens qui réfléchissent. Et franchement, c'est plus intéressant, quand ils réfléchissent dans le bon sens, mais ça c'est autre chose, d'avoir des gens qui réfléchissent que des exécutants qui reviennent toujours vers toi parce que bah, j'ai fait ça, pourtant ça marche pas, etc. Et puis surtout, même moyen terme, à partir du moment où tu leur as donné la connaissance complète du truc, etc., ils vont s'adapter en fait en permanence. Tu n'auras pas besoin de leur redire « Ah oui, ça marche plus, donc en fait, il faut que tu fasses comme ça, etc. » C'est eux qui vont le faire naturellement. Et comme tu fais des 1 à 1, ils vont te l'expliquer. Et tu pourras dire « Ah non, non, tu peux pas faire ça » ou au contraire « Ouais, c'est vachement bien. » Ça veut pas dire que tu arrêtes de piloter. Donc voilà pourquoi je dis que ça te fait perdre beaucoup de temps le petit temps que tu n'as pas dépensé pour bien déléguer, en fait, tu vas le payer beaucoup plus cher plus tard.
Ouais, tout à fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de porter l'intention. En fait, la personne, elle va vraiment pouvoir construire à l'intérieur. Et c'est ça qu'on veut, en fait. Carrément. Et donc, ça permet aussi, et nous, on a eu l'exemple d'ailleurs chez Outils du Manager avec la délégation sur Calliope, sur Carrément. l'organisation de Calliope, enfin du renouvellement de la certification. En fait, ce que ça permet aussi, c'est de pouvoir dupliquer en fait le résultat positif à d'autres choses. Et ça, en fait, c'est possible que si la personne à qui tu délègues a compris l'intention et peut porter l'intention. Et donc, on peut ensuite créer à partir de ça. C'est vraiment, pour moi, en fait, une délégation réussie, ça va être aussi, si tu peux dire à la fin, à quoi tu vas pouvoir réappliquer ce que tu as appris, en Tout à fait. fait. Voilà, comment tu peux t'en resservir. Ça, je pense que c'est Tout à fait. important. Puis ça a plein d'autres avantages, c'est-à-dire que ton auditeur demain, il demande à quelqu'un, je sais pas quoi, et la personne n'a pas la réponse, mais elle a compris l'esprit dans Oui, lequel c'était, c'est elle ça. va savoir répondre. Ouais. Je veux dire, les gens, voilà, je sais plus, si tu traites les gens comme des imbéciles, ils s'adaptent vite, hein. Ouais, Ils tout deviennent à fait. imbéciles. Et tu les traites comme des gens intelligents, ils s'adaptent aussi vite et ils deviennent intelligents. Et Hein. d'ailleurs, sur ce cas particulier, on l'avait déjà évoqué. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant aussi à la fin, c'est que la personne à qui tu as délégué, enfin, ou les personnes, peuvent s'approprier aussi le résultat. Alors que quand tu affectes seulement des tâches, et c'est pas possible. Et le fait de pouvoir s'approprier le résultat, bah, encore une fois, c'est quelque chose qui va nourrir la confiance, Mais ouais. rendre fier, etc. Et c'est ça qui fait évoluer aussi. Mais voilà, la question qu'il faut vous poser, c'est pourquoi les gens se lèvent le matin pour venir travailler chez Ouais. vous? C'est juste pour cocher des cases. Dire, alors, voilà, je suis pas sûr qu'ils vont se lever vraiment tous les matins et qu'ils vont bien réfléchir avant de cocher les cases, etc. Si c'est pour remplir une mission avec de la valeur ajoutée, etc., c'est complètement différent. Alors, peut-être les gens vont se demander, là, en écoutant, ça a l'air un peu magique, ce que tu dis, la délégation à valeur ajoutée, parce que voilà, ça, on obtient tout ce qu'on rêve d'obtenir, je pense, quand on est manager. Mm. Par contre, on peut craindre quand même le risque. Donc, comment est-ce qu'on délègue sans prendre de gros risques? Alors, en fait, c'est un process. Et le process, je vais pas vous le donner puisqu'il est dans la formation. En fait, il y a deux manières de faire. Enfin, je vous propose deux pistes si vous voulez vraiment avancer là-dessus. Et moi, je pense que c'est vraiment un sujet qui devient de plus en plus primordial. On va mettre 3 liens au podcast. Le premier lien, c'est un lien vers nos mails privés et ça va déclencher une petite séquence sur la délégation où je vais vous dire vraiment les erreurs, les 7 erreurs à pas commettre quand vous déléguez. Déjà, ça vous évite. Moi, ce que je veux, c'est déjà que vous évitiez de faire des grosses bêtises. Et donc, vous aurez ces 7 erreurs. Et déjà, et ça peut être déjà très utile, je pense, à quelqu'un qui a essayé de déléguer, ça n'a pas marché, il va se rendre compte pourquoi ça n'a pas marché, etc., etc. Ouais. Je vais le dire rapidement. Déléguer à valeur ajoutée, c'est un process. Et en fait, j'ai dit que ça prenait du temps, mais alors je vais essayer de l'expliquer bien. Ça va pas vous prendre plus de temps par semaine, ça va mettre un peu plus de temps à se mettre en place. Ouais, En fait, plus long. une des clés absolues à comprendre, c'est que la délégation, c'est pas « Allez, je pousse la tâche et maintenant tu fais, je t'ai donné tous les papiers, tu te débrouilles ». C'est un processus, c'est-à-dire c'est un truc qui démarre maintenant et qui va finir à tel moment selon la complexité de la tâche. C'est vraiment le truc à comprendre. Et donc, pour voir ce processus, il faut travailler dessus. C'est pas dans un podcast que je vais vous expliquer ça, c'est dans la formation. Et donc, de deux possibilités. Si vous maîtrisez déjà le 1 à 1, le feedback, etc., on va vous donner le lien vers LME3 qui vous amène directement à la délégation. Mais je le redis, ça ne marchera pas si vous n'avez pas d'abord développé les autres choses. Et on vous mettra aussi le lien vers LME. Pourquoi je dis ça? Je le disais tout à l'heure, c'est parce que en fait, vous ne pouvez pas commencer par la délégation. Vous ne pouvez pas commencer par le toit. Vous devez commencer en mettant en place les outils au fur et à mesure.
le 1 à 1 pour développer la confiance. Ensuite, dans le 1 à 1, vous allez mettre en place le feedback pour développer la notion de on parle de performance, on est capable de dire à son collaborateur tu peux améliorer ça sans que ce soit vécu comme une punition, enfin toutes ces choses-là, etc. On va développer l'autonomie, on va toiletter, je dirais, vos tâches pour pas que vous déléguiez des trucs qui servent à rien. On va automatiser tout ce qu'on peut avant, etc. pour qu'au final, vous puissiez enfin déléguer à l'intérieur d'un système qui est prêt à accueillir la délégation. Et puis le Graal, ça c'est l'étape d'après, c'est le coaching, et on l'a aussi dans LME3. Quand je dis que ça ne va pas vous prendre plus de temps que les 10% de temps que vous devez consacrer au management, je vous dis ça parce qu'en fait, la délégation, c'est un processus qui démarre à un moment et qui finit à un moment où on dit ça y est, c'est délégué, c'est bon. Mais en fait, le premier entretien que vous allez avoir avec votre collaborateur pour faire une délégation, qui est absolument crucial, parce que je sais qu'une des objections que vous avez, c'est « Bah ouais, mais j'ai déjà voulu déléguer, puis mon collaborateur, il a refusé. » Ok. C'est parce que tu n'as pas fait un entretien de délégation dans les formes. Si tu le fais dans les formes, il y a 80% de chances, il y a peut-être 10% ou 20% de chances qu'ils refusent. Moi, je veux dire, je ne peux pas traiter tous les cas de figure, mais si jamais tu as un cas particulier, on pourra en parler. Mais en tout cas, dans 80%, l'entretien de délégation, il permet que la personne accepte. Et ça se fait au cours du 1 à 1. C'est-à-dire que ce n'est pas du temps supplémentaire de management, c'est dans tes processus de management. Donc c'est à l'intérieur du 1 à 1. Et ensuite, tous les entretiens de suivi de délégation, étape par étape, jusqu'à la clôture, c'est pas du temps supplémentaire, c'est dans les 1 à 1. C'est-à-dire que c'est le 1 à 1 qui va te servir de balise, on va dire, pour pouvoir mener la délégation à son terme. C'est comme ça que ça peut marcher, parce que personne n'a, je dirais... une journée à consacrer par semaine à la délégation. Ça, c'est dans les films où... non, donc on est obligé de faire ça à l'intérieur du 1 à 1, mais en fait, c'est prêt. C'est-à-dire qu'une fois que tu as préparé ton collaborateur avec la confiance, etc., en fait, c'est tout naturel que tu puisses lui déléguer des choses. Donc, c'est pas que ça prend plus de temps chaque semaine, j'insiste, c'est que c'est étalé sur un peu plus de temps, mais avec un retour sur investissement qui est sans commune mesure. Après, une autre objection qu'on peut avoir, oui, mais la personne, elle n'est pas forcément capable elle n'a pas les compétences, par exemple. Et donc ça, c'est traité aussi dans la formation. C'est-à-dire que selon ce que tu délègues, il faudra peut-être en parallèle, effectivement, que ton collaborateur puisse se former, etc., etc. Et ce ne sera pas forcément toi qui vas le former. En fait, la délégation, je pense peut-être ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la délégation, c'est un cadre, en fait. Et donc, il y a plein de... on peut ne pas accepter ou une personne ne peut pas, ne pas être capable si le cadre est mal posé, en fait. Tout à fait. Ouais. Et donc voilà, s'il n'y a pas tous les éléments nécessaires pour que ça se passe bien, en éléments nécessaires, toi tu parlais de formation, mais c'est voilà toutes les ressources. On va pas accepter une mission si on n'a pas les ressources pour la faire, si on n'a pas la sécurité pour la faire, etc. Donc c'est tout ça en fait, la délégation. Oui. L'autre truc, effectivement, c'est qu'on va mettre en place ce que j'appelle un filet de sécurité. Oui. Pour que de l'extérieur, ça se voit pas que... Je veux dire, une personne à qui tu lègues des choses, au début, elle fait des erreurs. Hein, ça arrive toujours. Bien sûr. Mais il ne faut pas que ça ait un impact. C'est-à-dire, elle peut faire des erreurs, mais il faut qu'elle soit corrigée avant que ça arrive sur le client, sur le reste de l'équipe, etc., etc. Et ça, c'est traité aussi. Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on te prend vraiment par la main pour faire tout. Donc, voilà, pour aller plus loin, si c'est un sujet que tu veux creuser, on va te mettre un lien avec la séquence comment éviter les plus grandes erreurs en délégation. Et puis on te mettra aussi le lien directement vers le manager essentiel, avec les 3 parties, ou vers le manager essentiel, 3e partie, si tu as déjà fait les étapes d'avant. Et les étapes d'avant, c'est d'avoir déjà des 1 à 1 en place, d'avoir créé la confiance avec ton équipe et d'avoir déjà commencé à faire du feedback, c'est-à-dire d'être capable de parler avec ton collaborateur de ce qui est bien, pas bien, etc. Puis si tu as un doute, tu fais un mail, on te répondra. Voilà. Parfait. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à réagir en vous abonnant au mail privé et en utilisant
mon adresse mail. On vous répondra, pas forcément moi, mais il y aura forcément quelqu'un de l'équipe puisque Et délégué. c'est délégué Voilà. en partie. À bientôt. À bientôt.